Santé Magafrique. Des mots sur les mots et des diagnostics. La santé au Sahel et en Afrique. Maladies, Traitements, soins, protocoles, prévention. Un check-up hebdomadaire de l'actualité médicale en Afrique. Ifriqiya FM, Votre bien-être santé. Santé Magafrique. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Santé Magafrique, votre émission santé sur Ifriqiya FM. Aujourd'hui, on parle d'un virus qui a fait beaucoup parler de lui ces dernières années, notamment en Amérique latine, mais qui concerne aussi l'Afrique, le virus Zika. Il s'agit d'une maladie virale transmise par les moustiques et même si elle passe parfois inaperçue, elle peut avoir des conséquences graves, notamment chez les femmes enceintes. Pour mieux comprendre ce virus, son mode de transmission, ses dangers, les moyens de s'en protéger, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Ilyas Khamouk, infectiologue. Bonjour docteur, merci d'être avec nous. Bonjour Samad, j'espère que tu vas bien. Ça va docteur, et pour commencer simplement, qu'est-ce que le virus Zika exactement ? Alors le virus Zika, qui a été, associé le plus souvent à d'autres virus qu'on connaît très bien, comme le virus de la dengue, la fièvre jaune, du West Nile, donc du Nil occidental. C'est un virus qui est originaire chez l'homme. Il s'agit d'un virus à ARN, relevant du groupe 4 de la classification Baltimore. D'accord. Il est apparenté, comme j'ai dit, à d'autres virus qu'on appelle les arbovirus. Donc c'est des virus qui sont transmis par des moustiques. Alors pourquoi il s'appelle Zika virus? C'est en référence à l'Afrique. C'est pour ça qu'on en parle. Il fait référence à la forêt Zika qui existe en Ouganda. Ça a été comme pour l'Ebola, qui est une rivière au Congo. Le Zika vient d'une forêt en Ouganda. Et pourtant, docteur, si je ne me trompe pas, permettez-moi, c'est beaucoup plus répandu, comme je l'ai dit, en Amérique latine, n'est-ce pas? En fait, il a explosé en Amérique latine. D'accord. Mais la première fois, il a été isolé en Afrique en 1947. Très bien. Vous voyez, déjà, ça fait 80 ans. Chez un macaque. Puis caractérisé en 52 comme nouvelle espèce virale. Il y en a actuellement 2 lignées de virus Zika, l'une originaire d'Asie et l'autre originaire de l'Afrique. Pourquoi c'est vraiment lié à l'Amérique du Sud? Parce que malheureusement, en 2016, il y a eu une épidémie très importante d'infection à Zika virus en Amérique du Sud et surtout au Brésil. D'accord. Qui a été responsable de milliers de microcéphalies chez des bébés. Donc, c'est des bébés qui sont nés avec de petits crânes. C'est toujours sur le crâne. Voilà, c'est des petits crânes, c'est des microcéphalies. Et on a trouvé que l'origine, c'était une maladie infectieuse qui est la maladie due au Zika virus. Vous l'avez dit, c'est un virus transmis par les moustiques. Vous avez parlé des moustiques, mais quels sont ces moustiques? Est-ce qu'ils sont présents en Afrique toujours, on va dire? Alors le moustique, il est présent. Le moustique responsable, il est originaire d'Asie du Sud-Est. D'accord. Et malheureusement, s'est déplacé à cause des changements climatiques à d'autres régions du monde, en Afrique. Mais actuellement, il s'est installé complètement sur le pourtour méditerranéen. Mais si le moustique vient d'Asie du Sud-Est, moi je suis un petit peu intrigué. Comment est-ce qu'en Asie du Sud-Est on ne retrouve pas beaucoup le virus Zika? Parce qu'il y a une concurrence en Asie du Sud-Est. Il y a une grande concurrence. Il y a d'autres maladies qui sont transmises par des moustiques, comme l'encéphalite japonaise, comme la dengue, le chikungunya. C'est des maladies qui sont plus développées en Asie du Sud-Est. Le paludisme commence à devenir un peu moins important, pas comme en Afrique où malheureusement il est vraiment un problème de santé publique. Mais en Asie du Sud-Est, il y a plus de concurrence. Vous savez, on a décrit la première fois le moustique tigre en Inde en 1894. Actuellement, le moustique tigre est présent sur tous les continents sauf l'Antarctique. Pour te dire que c'est devenu un problème. Maintenant, sur le pourtour méditerranéen, il est installé dans tous les pays, l'Espagne, la France, l'Algérie, la Tunisie, etc. Il a été introduit aux États-Unis à la fin des années 90 et maintenant, il est installé pratiquement sur tous les États des Amériques. Donc, c'est le principal. Alors, le nom scientifique du moustique tigre, c'est l'Aedes albopictus. Peut transmettre. Moi, je croyais que c'est le Aedes aegypti, ou bien c'est. Non, le moustique tigre, c'est l'Aedes albopictus. D'accord.
Et il transmet aussi la fièvre jaune, la dengue et le chikungunya. D'accord. Donc c'est un vrai danger pour l'humanité. Donc ce moustique est bien implanté en Afrique. Est-ce que cela signifie que le continent est exposé au risque de Zika? Alors il n'est pas implanté partout en Afrique. C'est surtout l'Afrique de l'Ouest, Bénin, Togo, le Ghana, Nigeria. C'est pas comme l'anophèle qui est installé partout en Afrique subsaharienne. Oui. L'Aedes albopictus, bizarrement, il est plus actuellement installé dans le nord de l'Afrique que dans l'Afrique subsaharienne. D'accord. Et au niveau des symptômes, comment se manifeste l'infection par le virus Zika chez une personne? Est-ce que est-ce qu'on a parlé du crâne? Est-ce que c'est toujours visible? Alors, le Zika, dans la majorité des cas, est asymptomatique. D'accord. Pas de symptômes. Et qu'en est-il des petits crânes, docteur? Donc là, le problème, c'est quand la femme enceinte est atteinte. C'est-à-dire quand la femme est atteinte pendant sa grossesse. C'est ça le plus gros problème. La femme peut ne rien présenter, mais quand elle accouche, on va découvrir, quand on accouche ou quand on fait un diagnostic prénatal avec une échographie, on peut trouver un crâne qui est plus petit que la normale, mais la femme, elle peut ne développer aucun symptôme, ou bien développer des symptômes assez simples qu'on trouve dans la plupart des viroses, à savoir une fièvre, mal à la tête, qu'on appelle ça, des courbatures, fatigue, comme ça. Ce sont les signes les plus souvent, c'est-à-dire vus. Répandus. Maintenant, c'est ça le problème, c'est les malformations au cerveau chez le nouveau-né. C'est ça. Ou bien, il y a ce qu'on appelle le syndrome de Guillain-Barré, qui peut apparaître chez l'adulte 2 à 3 semaines après la maladie. C'est une personne qui peut présenter une paralysie ascendante, c'est-à-dire qui va commencer des pieds et qui va monter. C'est un syndrome post-infectieux. C'est pas infectieux, c'est une inflammation post-infectieuse. Donc ça reste une maladie assez sournoise, si j'ose dire. Justement, vous venez de préciser, docteur, que dans certains cas, la personne ne présente pas de symptômes. Mais alors, comment savoir si on est porteur du virus, et notamment pour les femmes enceintes? Est-ce que les femmes enceintes déjà peuvent guérir et ne pas le transporter à leur bébé? Alors guérir, malheureusement, non, parce qu'il n'y a pas de traitement spécifique. Il n'y a pas de traitement spécifique. Alors comment savoir qu'on est porteur? Alors, ce qu'on peut, pour savoir qu'on est porteur, il faut diagnostiquer grâce à la PCR. Donc, soit on fait un prélèvement de sang, un prélèvement d'urine, un prélèvement de salive, et on va chercher l'ARN, donc du virus, comme ce qu'on fait pour le Covid. Donc, grâce à la PCR, qui malheureusement n'est pas disponible partout en Afrique, c'est ce qui rend encore plus difficile le diagnostic, mais c'est ce qu'on fait pour avoir le diagnostic. Et malheureusement, il faut suivre particulièrement la femme enceinte pendant la grossesse avec des examens échographiques pour dépister toute malformation cérébrale. D'accord. Donc cette malformation peut être évitable ou jamais. Donc à partir du moment où la femme enceinte, elle porte le virus, donc c'est inéluctable que le bébé va le porter et il va apparaître sur lui. Alors, pour rassurer, c'est pas parce qu'on est malade du Zika que son enfant va présenter une microcéphalie. D'accord. C'est rassurant. Alors, parlons justement des femmes enceintes. Pourquoi le virus Zika est-il particulièrement, je dis bien particulièrement dangereux pendant la grossesse? Parce que il y a d'autres maladies virales qui sont dangereuses pendant la grossesse. Évidemment, comme la rougeole, la varicelle, comment on appelle ça, le CMV, le PV, ce sont des infections qui, quand elles surviennent pour la première fois chez la femme enceinte, il y a un grand danger. La toxoplasmose, par exemple, qui est un parasite. Mais ce genre de maladies comme la rougeole, la varicelle, la toxoplasmose, ce sont des maladies qui ne sont graves que si elles sont contractées par la femme enceinte pour la première fois. Si elle est déjà malade avant la grossesse, il n'y a plus de problème. Ça veut dire, docteur? Ça veut dire si une petite fille fait la rougeole et elle grandit, elle tombe enceinte et elle refait la rougeole, c'est moins dangereux. C'est moins dangereux. Il n'y a pas de danger parce qu'elle est immunisée. Elle a développé une immunité. Voilà. Le danger, c'est quand on fait la rougeole chez une femme enceinte pour la première fois pendant la grossesse. Et on a tous en tête les images de microcéphalie chez les nouveau-nés au Brésil. Est-ce que ces cas ont été observés en Afrique également? J'imagine que oui, on l'a dit.
Non, sûrement, mais vu que le Brésil c'est un pays développé, donc il y a eu un grand dépistage et l'information elle a été authentifiée. Mais dans beaucoup de pays africains, on peut avoir une femme qui accouche d'un bébé qui a une microcéphalie, mais on va pas rattacher ça au Zika virus. On va dire c'est une autre malformation due à des médicaments, d'autres maladies, parce qu'on n'a pas les moyens. Ce qui n'est pas souvent, pas tout le temps, de faire le diagnostic. Par contre, l'épidémie au Brésil a attiré l'attention du monde entier, du monde scientifique, pour penser sérieusement au Zika virus. Et en dehors des complications chez les bébés, est-ce qu'il y a des formes graves de Zika chez l'adulte? Donc, on parle de syndrome de Guillain-Barré, par exemple. Alors, ça peut exister. On peut faire des pneumopathies, on peut faire des méningites, on peut faire des méningoencéphalites à Zika virus, ça peut exister. Comme on en voit chez ses cousines, la dengue, la fièvre jaune, le West Nile, c'est rare, c'est à peu près 1% des cas. On peut guérir sans séquelles, on peut garder séquelles, on peut avoir des décès. Donc c'est des maladies, j'ai dit, qui étaient des maladies sournoises. On ne sait pas parfois quelle est la dangerosité de la maladie. Et on a aussi le Guillain-Barré, ça c'est un risque. Alors le Guillain-Barré, c'est pas infectieux, c'est post-infectieux. C'est une réaction immunitaire du corps contre le virus, où on commence à avoir des paralysies qui vont du pied jusqu'à la tête. Le plus souvent, elles sont pas dangereuses, mais dans certains cas, quand elles touchent les muscles respiratoires, on est obligé d'hospitaliser les personnes en unité de soins intensifs, les intuber et les surveiller rigoureusement. Vous avez parlé de transmission par les moustiques, docteur, je le rappelle, mais est-ce qu'il y a d'autres modes de transmission possibles du virus Zika, par exemple, une transmission sexuelle, transfusion sanguine, par exemple? Oui, bien sûr, la majeure partie, c'est dû à un vecteur qui est j'ai dit l'Aedes albopictus, mais le Zika virus, dans certains cas, c'est vrai que c'est rare, mais il faut le noter. Bien sûr, de la mère à l'enfant pendant la grossesse. Ça, on l'a dit, oui. Ça, on a parlé. Par voie sexuelle, le virus peut être présent dans le sperme et transmis entre les rapports sexuels, même plusieurs semaines après l'atteinte. D'accord. Donc, il faut faire très attention. Donc c'est pas tout de suite. Non, c'est-à-dire ça peut persister. Exactement. Ça peut persister par transfusion sanguine. Si on est donneur de sang, faut faire attention pendant les épidémies, les dons d'organes, tout ce qui est greffe de rein, greffe de foie. C'est possible, c'est plus rare, mais il faut dire que c'est possible. D'accord. Et on sait que pour d'autres maladies comme le paludisme, il existe des traitements ou des vaccins. Maintenant, est-ce que c'est le cas pour le Zika? Pas pour le moment. Malheureusement, pas pour le moment. Il faut dire que c'est pas une priorité mondiale. Il y a des études. Alors, il y a plus des études sur le moustique lui-même que sur le virus du Zika. Alors, il y a des études assez avancées au Brésil pour la lutte contre les moustiques, notamment l'Aedes et l'Anophèle, en utilisant de la génétique. C'est très prometteur. Ce qu'ils font au Brésil, c'est qu'ils prennent des modifications génétiques pour produire des mâles stériles. D'accord. Je parle des moustiques. Des mâles stériles, et on les lâche dans la nature. Comme ça, ils vont s'accoupler avec les femelles, mais les femelles ne vont pas avoir de descendance, donc d'ovules, de larves. Ça fait baisser les moustiques au Brésil de manière significative, et ça reste une manière naturelle, ça reste une manière biologique. On n'utilise pas d'insecticides, donc on va juste attaquer les populations de moustiques. Pour le vaccin contre le Zika, c'est pas pour le moment, c'est pas d'actualité. D'accord. Il y a un vaccin contre le paludisme, mais le paludisme c'est autre chose. C'est autre chose. Le paludisme c'est un fléau mondial, et surtout en Afrique, responsable de plus de 700 000 décès par an. C'est ça. Donc c'est normal qu'il y a plus de recherches. Que le monde soit alerté. Voilà, plus pour la panique. Et en l'absence de vaccin, docteur, la prévention reste essentielle. Maintenant, quels conseils donnez-vous concrètement pour se protéger des moustiques, notamment en Afrique? Alors c'est très compliqué parce que on a un climat qui est propice pour le développement des moustiques en Afrique. On n'y peut rien, c'est la nature, c'est notre nature. On a un climat qui est chaud, qui est humide. Ce n'est pas que l'Afrique, parce que même l'Asie du Sud-Est, ils ont à peu près le même climat. Oui. La chaleur, l'humidité.
Par contre, ce qu'il faut faire, il faut faire de la lutte biologique c'est en luttant contre les eaux stagnantes, en mettant des poissons, le gambusier qui est un des moyens biologiques de lutte contre les moustiques, parce que c'est un poisson qui se nourrit sur les larves de moustiques et ça ne pollue pas l'environnement. Malheureusement, il y a les insecticides qui parfois on doit les utiliser. Évidemment, c'est tout ce qui est le plus important, c'est tout ce qui est lutte contre les eaux stagnantes. Même si les insecticides dernièrement ne sont pas très fonctionnels, ils ne sont pas très efficaces. Malheureusement, il y a des moustiques qui deviennent de plus en plus résistants aux insecticides. On voit de nouvelles espèces en Afrique de l'Est qui deviennent résistants aux insecticides habituels. Il faut se protéger, surtout les enfants, les femmes enceintes, en ayant des moustiquaires imprégnés d'insecticides sur les fenêtres et les portes. Ça, c'est très important d'avoir des moustiquaires autour du lit parce que vous savez, la plupart des moustiques piquent la nuit. Utiliser des répulsifs cutanés. Il y a des vaccins contre la fièvre jaune. C'est un vaccin qui est très efficace et qui dure toute la vie. Une seule dose dure toute la vie. Moi, je l'ai fait l'année dernière. C'est un vaccin qui est très bien toléré. Et qui, heureusement, je l'ai fait une seule fois. Ça va tenir. Justement, combien d'années ça va tenir? Toute la vie. Toute la vie, d'accord. Pour la fièvre jaune, c'était chaque 10 ans. Maintenant, c'est toute la vie. Il y a le vaccin contre le paludisme qui est utilisé dans certains pays d'Afrique chez les enfants de moins de 5 ans, parce que c'est les premières victimes de cette maladie. Ça commence à donner de bons résultats. Et bien sûr, la recherche scientifique, il faut qu'il y ait de la solidarité, il faut que les pays développés ne pensent pas qu'aux problèmes de santé qu'ils ont, mais aussi des problèmes de santé en Afrique. Le transfert de technologie, pourquoi pas en Afrique. C'est très important. Avoir des laboratoires, des recherches, attirer et garder nos grands scientifiques pour qu'ils changent pas de continent, les garder, leur donner les moyens. Parce que c'est nous qui connaissons notre environnement pour mieux lutter contre ce genre de maladie. Et certaines zones sont plus à risque que d'autres. Maintenant, est-ce qu'il y a des régions d'Afrique où la vigilance est, on va dire, renforcée concernant le virus Zika? Oui, là où il y a l'Aedes albopictus, il faut être vraiment attentif. J'ai dit l'Afrique de l'Ouest, Nigeria, Bénin, Côte d'Ivoire, Sénégal, Togo, Ghana. Ce sont des régions où on trouve l'Aedes albopictus. Donc, très bien. Qui dit la présence de ce moustique, il faut surveiller tout le temps les maladies comme le Zika, fièvre jaune, dengue, chikungunya, etc. Et vous êtes infectiologue, vous suivez les évolutions des maladies. Est-ce qu'on observe une progression du virus Zika en Afrique ces dernières années, où est-ce que la situation est stable? Alors, pour dire qu'il y a une grande épidémie, non. Non. On n'a pas souvent les moyens de dépister. Vu que c'est une maladie qui est souvent asymptomatique, où ça donne des symptômes pas très importants, c'est pas une priorité. Il y a beaucoup de régions en Afrique où on n'a pas la PCR. Et ça empêche de faire des dépistages, de chercher, parce que c'est ce qu'il faut faire pour les maladies infectieuses. Il faut pas rechercher les maladies qu'on connaît, qui existent devant nos yeux. Il faut dépister des maladies qu'on voit pas pour voir est-ce qu'ils ont disparu ou ils évoluent à bas bruit. D'accord. Et au niveau des systèmes de santé africains, sommes-nous suffisamment préparés à détecter et à gérer d'éventuelles flambées de Zika? Vous aviez déjà répondu à cette question, mais j'aimerais bien la répéter. Est-ce qu'on est suffisamment préparé à détecter et gérer d'éventuelles flambées de Zika? Franchement, non. Non, pas vraiment. Parce que même le Brésil, qui, rappelons-le, est un pays qui fait partie du G20, c'est un pays qui est très développé. Et ils ont eu beaucoup de mal avec l'épidémie de Zika en 2016, parce que c'est une pathologie qui peut être très lourde. J'ai dit que ça nécessitait une PCR qui n'est pas une technique usuelle en Afrique. Ça nécessitait un suivi des femmes enceintes avec des moyens, des échographies, un suivi particulier qu'on ne trouve pas partout en Afrique. Sans parler de la lutte contre les moustiques, sans parler de Guillain-Barré, qui nécessite une hospitalisation en unité de soins intensifs. C'est une prise en charge qui est lourde, parfois ça dure des semaines et qui est très coûteuse. Donc on va dire que c'est pas une priorité en Afrique et j'espère qu'on n'aura pas d'épidémie parce que ça va alourdir encore la charge sanitaire en Afrique. Et enfin, docteur Ahamou, quel message de prévention et de vigilance souhaitez-vous adresser à nos auditeurs et notamment aux femmes enceintes ou qui projettent de l'être? Alors le message que je voudrais, c'est qu'il faut en Afrique qu'on donne de l'importance à l'entomologie.
D'accord. L'étude des insectes, parce qu'il faut faire des recherches. On a des insectes qui transmettent des dizaines de maladies, qui constituent un problème de santé publique en Afrique. Il faut se doter des moyens, des hôpitaux, des médecins, il faut garder nos scientifiques. Les femmes enceintes en Afrique encourent beaucoup de problèmes, notamment le palu, mais aussi le Zika virus. Donc il faudrait avoir une surveillance plus importante d'une femme enceinte en Afrique que d'une femme enceinte en Europe. Il faut donner les moyens pour, tout simplement. Pour surveiller les femmes enceintes, qu'ils aient des centres de proximité un suivi tout simplement. Spécialisés. Parce que là, un médecin généraliste ne suffit pas, il faut avoir un gynécologue avec une échographie pour suivre, avec des analyses biologiques de pointe. Le problème, c'est que parfois en Afrique, ces centres de pointe sont un peu loin, donc ça décourage un peu les gens à les consulter. Donc il faut investir massivement, et surtout dans la recherche, les vaccins. Il faut faire avec notre environnement. L'Afrique est un continent chaud et humide. On a des moustiques, on a des insectes. Il faut investir dans la recherche, dans l'entomologie médicale, et se donner les moyens pour faire un diagnostic rapide et un traitement rapide. Merci beaucoup, Dr Elias Hamouk, pour toutes ces informations précieuses. Vous l'avez compris, chers auditeurs, même si le virus Zika ne fait plus la une de l'actualité, il reste une menace silencieuse, en particulier pour les femmes enceintes et les nouveau-nés. La prévention, la lutte contre les moustiques et la vigilance médicale restent nos meilleures armes pour nous protéger. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. C'était Santé Mag Afrique. On se retrouve très bientôt sur Ifriqiya FM. Prenez soin de vous et de vos proches.